Bonjour Yves Guillol, merci d'être avec nous ce matin pour parler financement de l'innovation. Quelle perspective pour 2024-2025? Nous avons quelques auditeurs qui pourront poser des questions auxquelles tu pourras répondre en fin de podcast, pardon, si tu le veux bien. Je te propose de te présenter. Oui, bonjour Marie, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc je vais juste dire deux mots sur effectivement le métier que j'exerce depuis maintenant 13 ans. Donc je suis directeur associé chez NCI en charge du venture capital. Donc NCI, c'est une société de gestion historiquement normande donc qui gère des fonds de deux types, des fonds d'investissement dans les PME et les ETI sur des projets de transmission au développement et des fonds pour investir dans les startups, donc ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, mais je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu ultérieurement sur l'activité plus large du venture capital de NCI, notre profil, ce qui fait notre particularité, c'est un point fondamental de bien connaître le profil des investisseurs quand on est une startup. Voilà, et puis moi-même, je suis ingénieur de formation. J'ai démarré ma carrière à la fois je fais du conseil en stratégie et du management opérationnel dans l'industrie et la santé. Et j'ai rejoint NCI en 2010 pour monter une cellule d'accompagnement stratégique des entreprises qu'on accompagne, donc à la fois les PME, les startups. Et en 2017, j'ai repris la direction du venture capital pour lancer des fonds sur un développement géographique un peu plus large que nos zones historiques, notamment pour aller sur Saclay. Voilà, et en venture, on gérait un fonds qui s'appelait Waterstart Capital, qui est toujours sous gestion, mais qui n'investit plus dans de nouvelles startups. Et maintenant, on gère le fonds NCity, qui est spécialisé sur les secteurs de la ville de demain. Ok, beau parcours, merci. On va faire un petit rappel quand même pour nos auditeurs sur ce qu'est le financement de l'innovation. Donc rappeler que c'est véritablement, en tout cas, que ça doit être abordé comme une stratégie d'investissement, en tout cas, de financement. Ça permet d'appréhender, en fait, l'évolution de l'entreprise. Ça permet aussi de consolider et de financer sa croissance. Et la base, en fait, pour financer l'innovation, ce sont les fonds propres. Donc les fonds propres, c'est essentiellement du capital. Donc on l'aura compris, on va parler financement du capital aujourd'hui. Je te propose de nous parler de ce qu'est un fonds d'investissement, comment ça fonctionne, de ton métier, si tu veux bien. Ouais, donc alors c'est vraiment un point important de bien comprendre en fait les drivers, comme on dit, d'action des investisseurs que les start-upers peuvent adresser. Donc, alors déjà, il y a plusieurs typologies de fonds d'investissement. On va avoir des fonds, donc nous on gère des FPCI, donc c'est des véhicules assez cadrés avec une durée de vie limitée. En général, c'est à peu près 5 ans de période d'investissement et puis des durées de vie de 10, 12 ans. Voilà, donc c'est vraiment des CDD qu'on contractualise quand on rentre au capital. On a vraiment vocation à sortir dans le délai imparti. Il y a d'autres fonds qui sont, par exemple, les fonds de corporate venture, donc filiales de grands corpos, de l'industrie, de la banque, assurance, etc., qui n'ont pas forcément ces contraintes-là, mais qui, évidemment, d'un autre côté, vont plutôt chercher souvent des synergies avec les métiers du groupe. On a les business angels, je pense qu'ils vont, on va reparler un peu peut-être de la nouvelle réforme fiscale, etc., mais ils ont un rôle clé dans le financement, surtout des premières étapes d'une startup. Donc voilà, donc règle de base déjà, c'est de comprendre que lever des fonds propres, en fait, c'est chercher des associés. Et donc, il faut vraiment bien connaître ces associés pour faire les bons choix. Parce qu'une levée de fonds, c'est pas juste augmenter les fonds propres à l'année N de sa startup, c'est vraiment se projeter sur des années et des années. Voilà, donc pour revenir sur les fonds VC, donc notre métier, il faut le comprendre, c'est de gérer l'argent de tiers. Donc l'argent qu'on gère ne nous appartient pas, contrairement à des business angels. Donc en fait, on lève de l'argent sur une promesse au départ. On a un business plan, comme les dirigeants de start-up. Clairement, aujourd'hui, en venture capital,
On ne lève pas de fonds si on n'est pas en capacité de promettre un rendement net annuel souscripteur à 2 chiffres. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, hein. C'est toujours des périodes très, des périodes charnières pour les sociétés de gestion, parfois difficiles, hein. Nous, typiquement, on lève notre nouveau fonds depuis 1 an maintenant. Dans la conjoncture actuelle, c'est très difficile. Voilà, donc on fait cette promesse aux personnes qui nous confient de l'argent et à nous de l'investir au mieux pour leur servir le rendement attendu. Donc faut vraiment avoir en tête que quand vous avez un VC en face de vous, vous avez quelqu'un dont le métier est de servir un rendement à 2 chiffres à ses clients. Donc ceci étant dit, ensuite il y a ce côté calendrier qui est fondamental. En général, les VC ont donc c'est très important d'avoir une bonne visibilité sur ce calendrier d'un fonds quand on ouvre son capital à un fonds. En général, c'est très facile de le savoir. Vous pouvez le demander d'ailleurs, poser la question directement. Quel est le millésime, comme on dit, de ce fonds-là? Parce que selon que le fonds va investir dans l'entreprise en début de fonds ou en fin de période d'investissement, évidemment, la marge de manœuvre calendaire n'est pas du tout la même. Voilà, en fin de période d'investissement, on sait que au bout de 4-5 ans, le fonds aura vraiment envie de sortir, et puis 6-7 ans, ça va presser dur, quoi. Alors qu'en début de période d'investissement, normalement, il y a plus de souplesse et il y a un peu plus de temps pour voir venir. Donc voilà un peu pour les drivers, on va dire, investisseurs. Et après, chaque investisseur va avoir sa thèse propre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que en fait, l'investisseur va vendre ses perspectives de performance à la fois sur une thèse de création de valeur. Ça peut être un secteur, ça peut être un profil d'entrepreneur, ça peut être plein de choses. Et donc, les investisseurs qui nous confient de l'argent croient dans cette thèse, quoi. Nous, par exemple, on a choisi sur notre dernier fonds les secteurs de la ville de demain. Donc, on va adresser tout ce qui touche au bâtiment, construction, gestion, transaction, etc., rénovation, à l'énergie, à la mobilité, parce qu'on pense que ce sont des secteurs particulièrement porteurs pour les années à venir. Évidemment, il y a le climat au cœur de tout ça et les émissions de CO2, mais pas que. Et aussi parce qu'on pense que nous, NCI, on est extrêmement bien placé pour créer de la valeur sur ces secteurs. Et donc, c'est-à-dire à la fois bien sélectionner les startups de ces secteurs-là, qu'on maîtrise bien, et bien les accompagner, en particulier générer du chiffre d'affaires pour startups. Voilà. Donc, et chaque investisseur a cette particularité. Donc, il faut connaître ses règles de fonctionnement et sa thèse. Très important, effectivement, c'était important de faire ce point sur les règles de fonctionnement et les thèses d'investissement. Concernant l'investissement, quand tu décides d'investir dans une entreprise innovante, quels sont les critères importants pour toi? Qu'est-ce qui va faire que tu déclenches de l'investissement? Alors, donc là, toujours pareil, hein, nous, notre métier, c'est cette recherche de rendement et aussi de liquidité. Donc, en fait, à l'entrée, on se projette sur tout de suite la sortie qu'on va pouvoir faire. Alors, on ne sait pas forcément quelle sera la sortie, quand, etc. Mais il faut qu'on puisse avoir un certain nombre de scénarios crédibles de sortie. Et donc, comment on atteint cet objectif, on va dire, fixé par nos clients? Avant tout, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est l'équipe, clairement. Parce qu'on voit que souvent, le monde change rapidement, le projet de départ doit évoluer. Donc ça, c'est le premier point, sur le côté vraiment stratégique. C'est-à-dire qu'il faut une bonne équipe pour porter une stratégie qui est pas connue de A à Z dès le départ. Il faut une bonne équipe pour recruter des talents, qui est quand même le moteur de la croissance d'une startup, pour convaincre des clients, pour lever des fonds, etc. Donc ça, ça a toujours été et ce sera toujours le critère numéro 1. Ensuite, on a, alors là, ça dépend aussi des sensibilités des fonds, hein. Nous, ce qu'on aime bien, c'est investir dans des projets, soit qui ont des fortes barrières à l'entrée. C'est ce qui nous a amené, sur les dernières années, on a investi beaucoup dans l'industrie, dans la deep tech, le hardware, etc. Parce que on peut appréhender vraiment des actifs tech et des barrières à l'entrée qui nous rassurent sur la valeur du projet dans lequel on investit.
Est-ce que tu peux simplement préciser pour nos auditeurs ce que sont les deep tech? Bah, en fait, alors la définition, un petit peu fiscale de la chose, c'est, la part de dépenses, en R&D. Sachant que alors, nous, il y a à la fois la dépense R&D et puis en fait, ça, c'est le moyen qu'on met, puis après il y a le résultat. Donc c'est vrai que nous, on va regarder, s'il y a des brevets, et quand il n'y a pas de brevet, s'il y a on va dire une vraie différenciation par rapport à une concurrence qu'on pourrait avoir sur le même, sujet. Sur une recherche, en tout cas des travaux de recherche très forts, des actifs très forts, avec un différé de mise sur le marché du produit. Donc on va être surtout, sur ça va concerner essentiellement des secteurs comme la santé, comme l'intelligence artificielle, les green tech, l'industrie, tous ces secteurs d'activité, les proptech aussi, hein, dans l'immobilier. Tous ces secteurs qui ont, des temps de recherche assez conséquents. Je te redonne la parole, pardon. Ouais. Non, mais tu fais bien de le préciser sur quand on investit dans la deep tech, ça change un petit peu le schéma de fonctionnement. C'est-à-dire que, il faut, avoir conscience qu'a priori, le temps sera peut-être un petit peu plus long pour arriver à la rentabilité sur l'entreprise, à l'autofinancement. Donc l'enjeu, de levée de fonds est peut-être plus important que d'autres projets qui peuvent s'autofinancer, plus vite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, c'est pas que des dépenses en R&D en fait. Il faut que, le résultat de ces travaux de R&D soit, tangible, que des investisseurs puissent, entre guillemets, «facilement l'appréhender», et que, on puisse suivre des milestones de progression qui feront que, quand un investisseur rentre, une année N, bon, on sait très bien qu'il faut relever des fonds en année N+1, N+2, N+3. Faut s'assurer que dans la roadmap, de développement technologique, il y ait des jalons qui soient passés pour permettre cette levée. Je vais donner un exemple, parce que c'est un peu l'actualité de la semaine dernière en Normandie. Nous, on avait, mené la levée de fonds de la société Scalings, qui est vraiment une deep tech dans le semi-conducteur. Donc là aussi, hein, c'est, pourquoi on a investi dans Scalings à l'époque? Alors, personne ne voulait mener cette levée, hein, parce que c'est vrai que c'est dans la tech, les investisseurs il y a quand même la majorité des investisseurs étaient très digitaux, dans les années 2010. Donc financer du semi-conducteur en early stage, il y avait pas beaucoup de monde, en France, pour le faire. Et nous, ce qui nous a amené à investir là-dedans, c'est parce que, un de nos dirigeants, indirects, on va dire, avait des contacts, chez un grand client de cette société, connaissait aussi bien le porteur de projet, donc a pu nous apporter, on va dire des éléments de conviction sur la qualité de l'équipe et la qualité, de la tech. Donc on a investi sur une levée de seed de quelques millions d'euros, et on savait que pour réussir la levée d'après, il fallait absolument passer un milestone qui était de passer de marchés, un petit peu de niche, notamment dans la défense, qui n'intéressent pas forcément, les investisseurs, à des marchés beaucoup plus larges. Et là, typiquement, on est sur des marchés télécom, 5G, etc. Donc, il fallait passer ce jalon pour réussir là. Mais au moins, on avait une visibilité claire. On savait que si le jalon était passé, a priori, on n'aurait pas trop de mal à lever des fonds. Et c'est ce qui s'est passé, puisque la société a levé plus de 30 millions là, en fin d'année dernière. Oui, c'est un très beau projet, que l'on connaît aussi. Accompagné par la Caisse d'épargne d'ailleurs, depuis l'origine. Accompagné par mes collègues de Caen. Quelles sont les erreurs à éviter pour les entrepreneurs qui cherchent à lever? As-tu quelques conseils à donner? Oui, alors bon, évidemment, on entend beaucoup, mais il faut pas lever pour lever. C'est-à-dire faut vraiment avoir un projet. Donc déjà, faut savoir combien on lève, pourquoi on le lève, pour présenter aux investisseurs un plan de marche, une allocation des ressources, etc. C'est comment dire, de survaloriser ou sous-valoriser son entreprise. Et ça, c'est devenu encore plus important dans la conjoncture actuelle. Donc, on va peut-être y revenir un petit peu après dans la mise en perspective là, par rapport à toutes les évolutions qu'on a vues sur l'année 2023. Mais c'est vraiment important d'essayer d'avoir une fair value qui ne... parce que si on sous-valorise, on se surdilue et du coup, pour les tours d'après, on a des investisseurs qui vont trouver que le management n'est pas assez intéressé à la performance de la boîte. Et si on survalorise, en fait, on a
on ne peut s'en sortir que si la boîte surperforme. Mais si elle ne surperforme pas, les investisseurs que vous avez emmenés sur votre survalo, ils vont être super déçus. Pour en faire rentrer de nouveau, il va falloir réduire la valeur. Enfin, c'est vraiment on a vu beaucoup de ce qu'on appelle les down rounds l'année dernière. C'est-à-dire des nouveaux tours de table qui se font à des valos ultra décotés par rapport aux tours de table précédents. Et dans l'equity story de la boîte, l'affectio societatis des actionnaires historiques, c'est pas hyper sain, quoi. Donc ça, c'est une erreur aussi, ouais. Il y a aussi ce qui est important, mais ça fera peut-être la transition aussi vers ces dernières actualités, c'est la notion de confiance, quoi. C'est-à-dire que par définition, une startup, elle se projette dans le futur, elle vend le futur. D'ailleurs, la valorisation, elle s'appuie absolument pas en général sur un multiple d'EBITDA présent, c'est sur voilà, une création de valeur future. Donc la notion de confiance est fondamentale. Depuis le retournement du marché sur la tech, elle l'est d'autant plus. Et donc c'est très important de ne pas survaloriser son business plan, en tout cas à court terme, parce qu'une levée, ça prend du temps. Et si au fil des mois de la levée de fonds, en fait, vous respectez pas en gros vos prévisions, ça donne pas un bon signal, alors que si au contraire vous les respectez, voire vous les dépassez, c'est ça qui nourrit la confiance d'un investisseur. Donc c'est vraiment important d'essayer d'être honnête, en fait, tout simplement, de ne pas vendre du rêve, voilà, d'être honnête sur son plan de marche. Et un investisseur préférera un projet solide avec un dirigeant robuste dans ses prévisions, plutôt qu'un truc qui a vendu du rêve. C'est plus trop à la mode, quoi. Voilà. C'est ça. On a vu longtemps effectivement des BP qui vendaient du rêve et une réalité qui n'était pas à la hauteur. Donc je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. On était complètement en phase là-dessus. Alors peut-être juste Marie, Oui, commenter sur les erreurs là. Il y en a une qui est très importante, moi, que j'ai parfois vue par le passé, c'est le fait d'oublier que quand on lève des fonds, donc certes on lève de l'argent, mais c'est avant tout un casting d'associés. Et bon, si tout va super bien, vous faites une levée, 1 an ou 2 plus tard, vous faites une autre levée, et puis les investisseurs historiques, bon, voilà, ils ont servi un temps, mais après ils ne servent plus à rien. Ils essaient de préserver tant bien que mal leurs intérêts sur les levées ultérieures, et puis ça s'arrête là. Bon. Mais ça, c'est vraiment dans le dream case, voilà, tout baigne, en fait. Mais bon, dans la majorité des cas quand même, ça se passe pas comme ça. Et après la levée, sur les mois qui suivent, les années qui suivent, en fait, vous avez vos actionnaires autour de la table, il y a des décisions à prendre. Souvent, vous allez demander à ces actionnaires de réinvestir parce que le business plan n'a pas été forcément suivi, que le besoin de cash est plus important que prévu, etc. Bon. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez regretter d'avoir fait des choix où vous avez juste, on va dire, signé une term sheet avec des conditions dedans. Voilà, c'est très important c'est un mariage, quoi. C'est de bien comprendre qui on onboard à son capital, qui on va avoir autour de la table en conseil stratégique, en board, on appelle ça comme on veut. Voilà, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais, c'est comme un recrutement voilà. C'est la gouvernance de l'entreprise, c'est son évolution, c'est un partenariat, c'est aussi de l'accompagnement. Un investisseur, c'est du financement, mais pas que. C'est aussi du conseil, des leviers de croissance au travers de mise en relation. Et c'est fondamental pour une start-up, hein. Donc c'est important de choisir la bonne typologie d'investisseurs et les bonnes personnes. Ce sont des individus et des fonds. Donc la bonne typologie de fonds. Et c'est aussi très intuitu personné, hein, c'est des métiers. Donc il y a à la fois sur le papier ce que l'investisseur va pouvoir m'apporter à mon capital, mais il y a aussi tout simplement quel feeling on a, est-ce qu'il y a la confiance, est-ce qu'il n'y a pas la confiance. Voilà, donc les choses se font beaucoup en visio maintenant, mais il faut vraiment faut rencontrer les gens, voilà, en vrai, prendre le temps de se connaître. Parce que l'histoire peut être longue, en fait. Ce qu'on voit à l'expérience, c'est que c'est bon, le truc est tracé, 3 à 5 ans, c'est super, on fait une belle session industrielle et tout, et en fait, parfois, ça dure beaucoup plus longtemps, et voilà. Et donc la cohabitation est longue et qu'elle se passe bien. Donc il faut que le mariage se passe bien. Voilà. On est d'accord, c'est bien entendu. Les obligations en matière de développement durable, critères ESG, rapports extra-financiers, impactent fortement, en fait, l'orientation et les critères d'investissement. La Caisse d'épargne Normandie est labellisée B Corp.
On a mis en place aussi notre propre plateforme de financement participatif, Kiwai, qui adresse des financements impact green. C'est dire si c'est dans notre ADN, le développement durable. Quel est, pour toi, en fait, quels sont, les critères d'investissement, l'orientation vers le développement durable, dans les fonds d'investissement? Comment vois-tu, l'évolution de ces critères qui sont de plus en plus impactants? Alors très clairement, je pense que le monde de la finance en règle générale Oui. est très, très impacté par cette évolution. De plus en plus, donc nos LPs, alors je vais peut-être utiliser un peu de jargon, mais donc les LPs dans le jargon, c'est les limited partners, c'est ceux qui investissent dans les fonds, et nous sommes les GPs, donc les sociétés de gestion voilà. Donc les LPs demandent de plus en plus au fond de prendre en compte ces critères. Il y a dans la réglementation ce qu'on appelle la réglementation SFDR, donc des fonds article 8, article 9, donc les articles 9 sont des fonds à impact, article 8 des fonds qui prennent en compte les critères ESG dans leur activité d'investissement. Ça devient presque obligatoire aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point sur un petit peu le marché. Ensuite, donc on a évidemment comment on appréhende ça en tant que société de gestion. Et sur les startups, il y a un distinguo fort en fait qui doit être fait entre l'objet social de la startup, de l'entreprise. Donc est-ce que en fait tout simplement son produit ou son service a pour objectif premier, j'en sais rien moi, la réduction de l'empreinte carbone de ses clients, ou la préservation de la biodiversité ou autre, voilà. Et puis ensuite, il y a de façon un peu plus large, et comme on voit dans toutes les PME, ETI et grands groupes aujourd'hui, c'est-à-dire comment une entreprise qui a une empreinte environnementale, sociale, va la réduire. Voilà. Alors, ce volet-là, moi, c'est pas évident à aborder dans les startups parce que souvent l'empreinte est minime. Alors, ça dépend desquelles, qu'on soit sur une startup matérielle, digitale, etc. Mais malgré tout, si vous faites le bilan carbone d'une startup, bon, par rapport à une entreprise établie, il est très faible. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas dans les startups, et c'est ce qu'on fait aussi, faire des analyses de cycle de vie de ces Bien sûr. produits, être attentif. Alors, un des gros sujets sociaux dans les startups, évidemment, c'est la mixité. Oui. Et ça évolue pas beaucoup. Donc, clairement, depuis 2-3 ans, en fait, ce qui est dit, c'est qu'il y a un vrai souhait de mettre plus de mixité, alors à la fois dans les équipes de gestion des fonds, dans les équipes de Oui. direction des startups et puis dans les effectifs des startups. Bon, pour autant, ça bouge vraiment très, très lentement. Donc ça, c'est un objectif important dans la tech. Voilà, donc ces deux sujets, toutes les startups sont concernées. Oui. Parce que leurs clients sont concernés, leurs investisseurs sont concernés, et évidemment leurs RH, c'est un vrai critère de recrutement aujourd'hui, sont concernés. Et puis ensuite, on a ce choix d'activité du startup. Est-ce que j'ai une activité à impact ou pas, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre, la start-up à impact et la start-up qui a un modèle économique, tech, on va dire entre guillemets «classique», et qui doit intégrer ce modèle, ne serait-ce que parce que ses clients seront impactés, parce que le financement impactera son modèle économique, parce que l'argent coûtera plus Mmh. cher si elles l'ont pas intégré. Donc c'est Ouais. important effectivement d'intégrer tout ça. On observe donc, je fais la transition, on observe donc une restructuration des financements avec des startups, enfin des entreprises innovantes qui peinent à lever des fonds. Quelles sont les grandes tendances en matière de financement de l'innovation? Tu as commencé à en parler tout à l'heure avec, le financement des deep tech, hein. Tu peux nous en dire plus? Ouais, donc c'est en fait alors déjà sur ce qui s'est, si on peut revenir très, très rapidement sur ce qui s'est passé depuis 18 mois, c'est qu'en gros, il y a d'abord eu une baisse des valorisations. Donc il y a eu voilà, des grosses actus à ce niveau-là. Alors, ça a tangué dans les cryptos notamment. Oui. Et puis ensuite, il y a eu tout un tas en cascade de sociétés, on va pas en citer, mais il y en a dans l'assurance qui a fait grand bruit en France l'année dernière, etc. C'est
Et donc, évidemment, ça a créé beaucoup de défiance, puisqu'on était quand même dans une bulle de la tech où les valorisations atteignaient des sommets, parfois sur des projets avec assez peu de valeur intrinsèque à ce moment-là. Et donc, ça a créé un attentisme des investisseurs et donc une baisse des volumes d'investissement. Ouais, mais c'était d'abord un problème sur les valos. Après, si on s'intéresse un petit peu au marché régional, on a été quand même moins impacté parce qu'en nombre d'opérations, en fait, ça a été flat, enfin, ça n'a pas bougé l'année dernière. Oui. C'est surtout les grosses opérations qui ont connu des réductions assez drastiques, donc série C et plus. Ce que ça a créé surtout, c'est beaucoup de défiance sur les valos un peu spéculatives et des investisseurs qui reviennent un peu aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est soit la rentabilité, tout simplement, des business models, soit l'active tech, quoi, et la deep tech. Et le mouvement vers la deep tech, il a été fortement impulsé par les pouvoirs publics. Donc il y a tout un tas de plans visant à favoriser la création et le développement de deep tech en France en particulier. Nous, on l'a vu dans nos portefeuilles, ça a été assez dingue à quel point le public a pris le relais du privé Oui. l'année dernière. On a eu beaucoup de grosses levées de fonds menées, y compris en fonds propres, par des acteurs publics. BPI, Donc on peut le BPI, citer. Caisse des dépôts, ADEME, voilà. Et on a donc beaucoup d'aides maintenant, d'avances remboursables, Oui. etc. pour les startups dans les deep tech. Récemment, Oui, ouais. pardon, vas-y. Ouais, et donc récemment aussi des avantages notamment fiscaux pour les investisseurs. Donc ça, c'est très important pour les startups qui veulent lever auprès de business angels. Il faut absolument qu'elles se renseignent sur ce nouveau statut, parce qu'on Oui. parle quand même de réduction d'impôts de 30 à 50% Oui. désormais. On peut en dire quelques mots, hein. Ouais, Ça vas-y. concerne, donc ce sont des aides, donc à l'investissement pour les particuliers, donc pour les business angels, ou les sociétés donc sous forme de enfin les fonds sous forme de SA ou de SAS. Donc ça concerne les JEI, 2 nouvelles formes de JEI, donc les jeunes entreprises, de croissance. Donc il faut justifier d'un critère de croissance et donc avoir un montant de dépenses, de R&D qui représente à peu près entre 5 et 15% du montant des dépenses globales et ça permet d'obtenir une réduction de 30% d'impôt sur le revenu pour l'investisseur, limité à 150 000 € par foyer fiscal. On a aussi la jeune entreprise innovante de rupture. Donc là, il faut donc avoir 30% du montant des dépenses globales en R&D. Donc ça donne une réduction d'impôt de 50% avec plafonné à 100 K, enfin 100 000 € par foyer fiscal. Donc c'est vraiment une incitation importante et ça vaut la peine pour les startups de s'y pencher. Donc ça, c'était le petit aparté. Je te laisse reprendre. Oui. Ouais, mais c'est important parce que c'est vrai que surtout pour ces startups deep tech, c'est pas évident de financer les premiers Non. stades de développement parce qu'on n'a pas de clients. C'est ça. Et donc c'est toujours plus difficile de lever des fonds quand on n'a pas de clients. Donc il faut vraiment être au fait de tout ça. Alors ce qu'on a vu, il y a d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés, il y a un article intéressant qui est sorti dans Les Échos jeudi dernier Mmh. sur un peu une rétrospective de l'année 2023 de la French Tech. Donc ce qui est souligné, c'est une grosse baisse des montants levés, mais pas du nombre de transactions. Un report très significatif des investissements en fait, des logiciels et services informatiques qui concentraient la majeure partie des investissements vers les green tech. Grosse baisse aussi des volumes sur les services Internet. Donc au profit des green tech, la life science qui se maintient et de tout ce qui est donc deep tech, hardware, etc. L'autre point qui va nous intéresser en région, c'est que la part des régions a très fortement monté dans les levées de fonds. On était sur 80% des levées concentrées à Paris en 2021. Et là, on est donc les régions qui représentaient que 20% des levées, leur part a quasiment doublé.
l'année dernière, parce qu'elle représentait 38% des levées de fonds. Tu as le montant? Tu as un pourcentage pour la Normandie? Alors non, je n'ai pas ça pour la Normandie, désolé Marie. Tu m'as collé. Mais c'est important parce que, et notamment en Normandie, on a quand même un bassin qui est très industriel. On a aussi un territoire qui est assez riche en medtech. Oui. L'agro, alors moi je suis un peu frustré. On a fait des paris dans l'agro, on a investi dans des startups, notamment Sencrop qui fait des stations météo pour les agriculteurs, des fermes jungle, des fermes verticales, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore, donc elles se développent bien, mais il n'y a pas encore eu d'engouement comme il y a pu y avoir sur les medtech en agro. Donc je sais que la Normandie est quand même un territoire assez, voilà. Mais bon, je pense que dans les 10 prochaines années, ça va quand même être, avec le changement climatique, un très très gros sujet de nourrir le monde. Donc, voilà. En tout cas, on a des investissements qui se concentrent sur des activités avec une valeur ajoutée vraiment tangible, souvent matérielle. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup dans les laboratoires, en région, dans l'industrie. Donc, il y a une très belle carte à jouer là par les régions sur les prochaines années. Clairement. Et notamment la Normandie. Et notamment la Normandie. Concernant ces deep tech, donc les acteurs du financement vont devoir évoluer dans leur approche du financement. On finance habituellement du risque sur un modèle économique, sur une rentabilité. Là, quand on parle deep tech, on parle financement d'actifs tangibles. Donc un temps de R&D assez long, du chiffre d'affaires assez tardivement parce qu'on met sur le marché un produit assez tardivement. Donc ça suppose que l'ensemble des acteurs financiers s'organisent autour de ces nouveaux modèles pour pouvoir continuer le financement. Comment tu vois les choses? Comment tu imagines, et là on parle de l'ensemble des acteurs financiers, public, privé, comment tu appréhendes les choses? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu cet effort à faire qui est de se projeter un petit peu plus loin, de prendre un peu plus de risques dans le financement, donc que ce soit en fonds propres ou en dette. Néanmoins, nous, ce qu'on observe, c'est que, et c'est assez intéressant de regarder en fait quel est comment la BPI et les autres organismes publics apprécient le travail de la start-up, son niveau technologique, savoir s'il y a un soutien ou pas, quoi. C'est déjà un premier point parce que d'un côté, on a du chiffre d'affaires qui arrive plus tard, mais d'un autre côté, on voit vraiment, typiquement Scaling, pour ne pas la citer, mais il y en a d'autres dans le portefeuille qui ont quand même bénéficié de forts financements publics pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors évidemment, une fois qu'il y a des clients, il n'y a plus vraiment de mal pour lever des fonds. Le sujet, c'est d'avoir ses premiers clients. Tu peux citer France 2030 ? Oui. France 2030, c'est 54 milliards d'euros sur 5 ans mis à disposition par le gouvernement sur les grands enjeux stratégiques. Donc évidemment, ça c'est un point important aussi pour consolider le financement. Oui, c'est assez structuré. Vous pouvez, les auditeurs peuvent trouver facilement sur Internet les critères des différentes poches de France 2030 pour rentrer dans ces enjeux stratégiques. Ils ont tout intérêt à aller creuser de ce côté-là, parce qu'il y a différents effectivement niveaux d'investissement, des déclinaisons aussi d'appels à projets, donc qui peuvent servir à peu près tous les projets en fonction de leur maturité et dès lors où ils ont classifiés dans les grands enjeux stratégiques et encore une fois, sont globalement centrés sur les deep tech. Ouais. Nous, alors là-dessus, on a toujours eu tendance à plutôt faire beaucoup de deep tech et de hardware, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de cette évolution parce qu'on y était déjà depuis un certain temps. Mais ce qui nous plaît là-dedans, c'est vraiment l'actif intrinsèque de l'entreprise et sa valeur en cession. Et ce qu'on voit, c'est que sur des deep tech qui ont déjà un peu de chiffre d'affaires, en général, on n'a pas de mal à les vendre. Donc, certes, elles ne sont pas rentables, mais potentiellement, elles peuvent trouver acquéreur plus facilement qu'une société qui n'a pas cet actif. On a une valorisation de l'actif qui permet une vente. Voilà. Donc, notamment dans les medtech, on le voit.
avec le fait de licencier, j'allais dire licenciement, le fait de licencier donc des travaux de recherche, des molécules ou autres, et donc effectivement, c'est un effet de levier sur la vente, ouais. Mmh. Donc on appréhende plutôt, l'aspect à la vente, qui est sûrement plus facile financement qu'un financement, Ouais. économique, classique. Ah bah, Et clairement, il y a des, les prix sont beaucoup différents. plus des barrières d'entrée beaucoup plus importantes. Donc à partir du moment où le produit a fait ses preuves sur le marché, qu'il s'agit de le développer commercialement, ça a beaucoup de sens de l'adosser à l'industriel. Voilà, par exemple, sur le fonds Waterstart, la première sortie qu'on a faite, qui était une très belle sortie, bah, c'était sur des bases roulantes pour les entrepôts logistiques. Voilà, et on est sorti en 4 ans. Parce que ça avait du sens de passer de cette phase de mise au point du produit auprès de premiers clients. Ensuite, c'est vrai que vendre un produit aux 4 coins du monde quand on est une start-up, c'est pas forcément C'est évident. pas évident, non. Et puis un industriel qui a toute sa force de vente, son catalogue, va amortir ça sur ses forces commerciales. Clairement. Donc voilà, donc il y a ce côté, certes, il y a un peu plus de risque au début, mais derrière, il peut y avoir un potentiel de liquidité un Mmh. peu plus important. En général, on vise des gros multiples sur ces projets-là, parce que les deep tech sont bien valorisés. Oui. Voilà. C'est passionnant. Le compteur tourne. Si tu avais, 3 ou 4 conseils à donner, à nos entrepreneurs qui cherchent à financer leurs projets, à lever des fonds, tu Bah, d'abord, faut, voilà, comme partout, il y a des cycles. L'année 2023 a pas été aussi joyeuse dans la tech que les années mmh, précédentes, mais bon, on était un peu dans une euphorie sur les 3-4 années précédentes, hein. C'était une anomalie. Enfin, clairement, ce oui, qu'on dit, c'est que les années 2020, 21, 22 étaient une anomalie dans le métier. Donc là, on revient à des fondamentaux. Faut vraiment garder, voilà, faut que les entrepreneurs gardent leur enthousiasme. C'est vraiment le moteur de tout ça. Faut bien qu'ils aient en tête que, encore une fois, les cycles des fonds sont longs. Et en fait, les fonds, enfin les venture capitalistes ont énormément levé entre les années 2020 et 21. Donc il y a ce qu'on appelle de la dry powder sur le marché du capital la risque. dry powder, c'est? En fait, c'est la capacité à investir D'accord, des fonds. Donc les fonds ont de l'argent à investir. Il y a juste eu une période d'attentisme c'est leur l'année métier dernière. d'investir, hein. Voilà, mais Ils ont comme besoin dans d'investir. Mmh, l'immobilier, voilà, il y a une baisse des prix, etc. Les transactions mmh. se tarissent un petit peu, mais ça repart parce qu'il il y a des besoins structurels. Les fonds, enfin, le fait qu'ils aient un petit peu moins investi en 2023, c'est pas parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. C'est parce qu'ils ont préféré faire une petite pause, laisser le Sur marché, le voilà, marché. réfléchir un peu les choses, Mmh mh. prendre du recul, mais l'argent, ils l'ont, quoi. Donc voilà, faut y aller, mais y aller avec, voilà, être solide sur ses appuis, délivrer ce qu'on vend à son investisseur. Voilà, je pense que ça mérite voilà, peut-être plus de sérieux dans ces business plans. Et puis, bah, quand on n'est pas deep tech, vraiment essayer de viser de la rentabilité. Enfin voilà, les investisseurs veulent voir des business models rentables. Mmh. Et puis, bah, quand vous êtes, alors l'un n'empêche pas l'autre, hein, évidemment. Oui, bien sûr. On Mmh. fait un peu de caricature là. C'est pas parce qu'on est deep tech qu'on peut cramer à tout va. Donc, On est d'accord. voilà, il y a des. L'idée, c'est de trouver une rentabilité aussi, Ouais, ouais, mais voilà, mais je pense que le gros changement, il est surtout sur les startups qui sont pas deep tech. Celles-là, elles doivent vraiment avoir ce focus rentabilité, plan de financement, et pas se dire bon bah voilà, bah, on relèvera dans un an, ça va bien se passer. non. Donc voilà sur les conseils, bah, revenir là sur en région, hein, cette carte à jouer vraiment Oui. dans l'industrie, profiter de son écosystème et puis de toutes les aides qu'il peut y avoir aujourd'hui sur ces secteurs-là. Euh, Donc ces aides qui sont portées, on va simplement le rappeler, par BPI, par, l'AD Normandie, l'ADEME pour les financements green. Donc c'est important pour nos auditeurs de s'adresser aussi à ces personnes. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, clairement, il y a c'est vrai que ce qui est assez enthousiasmant aujourd'hui, c'est que
il y a des enjeux fondamentaux de l'humanité Ouais. sur lesquels on a besoin des startups. Il y a besoin de réinventer Clairement. des modèles, il y a besoin d'inventer de nouvelles technologies, etc. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant que certains trucs un peu gadgets qu'on a pu voir dans les années 2010, dans le service, dans l'entertainment, dans la livraison de repas. Voilà, où, la question, c'est de savoir si on va être livré en faisant rien et en restant sur son canapé en 2 minutes ou en 20 minutes. Ou en fait, voilà. Là, on adresse des besoins fondamentaux. Tout pour l'humanité, oui, c'est clair. Voilà. Non, j'ai pour habitude, enfin, je pense qu'effectivement, la tech, c'est un formidable levier, passage à l'acte, en termes de développement durable. Il y a des belles solutions, notamment dans les green tech, mais pas que, dans les medtech aussi, dans l'industrie. Et c'est vrai qu'il faut absolument être en capacité de booster ces innovations. Je regarde rapidement, si tu veux bien, si on a des questions. Bien sûr. Pas sûr. Je vais sortir mes lunettes parce que je vais pas tout voir. Donc, bah non, on n'a pas de questions. Donc, voilà, on conclut comme ça. Allez, Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Yves. Pour nos auditeurs, s'ils ont des questions, donc, ils peuvent nous joindre chez Axe CEN sans souci. On sera là pour leur répondre. Te concernant, on peut te joindre aussi quand oui, on oui, est. pas de souci. Ouais. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était avec, beaucoup de plaisir, que j'ai partagé ce moment avec toi Bah, et merci on va Marie pour devoir l'invitation. partager, Ouais, c'était un j'espère. plaisir partagé. Merci.